Dans cette édition, on évoquera le séminaire gouvernemental qui s'est tenu aujourd'hui. Il portait sur la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. On s'intéressera également au concours scientifique organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. 1400 élèves participent à la compétition. Good luck, Jonathan n'est plus le président du Nigeria. Il perd son fauteuil au profit de Muhammadu Buhari. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer, la Côte d'Ivoire est en quête d'un document stratégique en vue de la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. La problématique était au centre d'un séminaire gouvernemental ce matin. Au menu, l'état des lieux du système éducatif et les conditions en vue d'accélérer la mise en œuvre de ce projet qui, il faut le rappeler, traduit la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara d'instaurer la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans dès la rentrée 2015-2016. 1400 élèves prennent part à un concours scientifique. Cette compétition initiée par la Société mathématique de Côte d'Ivoire vise à déceler des talents des personnes douées en mathématiques et en physique-chimie. Guillaume Zéré et Franck Quadio nous en disent un peu plus. Lycée Simone Gbagbo, il est 8h30 quand l'inspecteur général donne le top départ de la 11e édition du concours scientifique comptant pour la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan Nord. 1400 élèves sont choisis parmi les meilleurs des différents établissements scolaires secondaires de Yopougon en compétition. Dans les salles, ambiance de sérénité. Pour élèves comme ministère de tutelle, ce concours a une importance capitale. Depuis 2012, le ministère promeut l'excellence. Et il n'y a rien de plus normal que de détecter tous les talents au niveau de nos lycées et collèges, de façon à ce que les meilleurs soient primés. Les compétiteurs du jour seront la fierté de la Côte d'Ivoire de demain. Telle est la conviction des membres de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, initiatrice du concours scientifique. Pour Kone Brahima, président de la section Abidjan Nord et ses collaborateurs, l'enjeu du concours est important. Le concours a donné beaucoup de cadres quand même dans le pays. Depuis 2005, vous voyez, ceux qui étaient en terminale aujourd'hui sont des cadres et beaucoup travaillent dans des sociétés de la place et ils sont dans l'administration publique. La Société mathématique de Côte d'Ivoire est une société savante fondée en 1972 par l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Saliou Touré. Elle est l'initiatrice du concours scientifique et du concours Miss Mathématiques. Ses objectifs: déceler des talents en mathématiques et physique-chimie afin d'assurer la relève des scientifiques en Côte d'Ivoire. La Caisse nationale de prévoyance sociale renforce son dispositif de prévention contre les accidents du travail. Elle vient de créer une nouvelle structure. Il s'agit de la direction de la prévention, de la promotion de la santé et sécurité au travail. Herman Zirignon et Serge Coléa pour nous en parler. Les accidents liés au travail font chaque jour dans le monde des milliers de morts selon les experts. En Côte d'Ivoire, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, note environ 4000 accidents par an. Il s'agit aujourd'hui de multiplier les efforts pour faire baisser ce chiffre. C'est la mission essentielle assignée à la direction de la prévention, de la promotion de la santé et sécurité au travail qui vient d'être créée. À travers cette direction, la CNPS entend sensibiliser les employeurs et travailleurs sur les risques liés au travail par la surveillance de la santé sur le lieu de travail de l'employé. Sa création signe un tournant décisif dans la façon de gérer les risques professionnels au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour porter l'accent sur la prévention, pour pouvoir donc réduire les cas d'accidents du travail et maladies professionnelles. Avec le soutien de ses partenaires, notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et le BIT, le Bureau international du travail, la CNPS veut investir les entreprises du secteur privé pour les amener à une participation plus active dans la prise en charge des risques professionnels. L'objectif, c'est ne pas qu'il y ait des accidents. C'est de faire en sorte qu'on ait le moins d'accidents possible. Et l'action qui permet d'avoir le moins d'accidents possible, c'est ce qu'on appelle la prévention.
La CNPS a profité de l'occasion pour lancer le mois de la prévention. Ce mois sera marqué par la 13e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Comment réduire la pollution générée par les pesticides et autres substances dangereuses? Les experts nationaux livrent leurs résultats après 4 années de recherche sur la question. Ce plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm a été validé au cours d'un atelier. Ami Koulibaly. Le sol, l'air, les eaux de surface sont contaminés. Les polluants organiques persistants sont à l'origine de cette pollution, ce qui a une conséquence sur la santé des populations. Perturbations hormonales, cancer, infertilité, autant de maux causés par ces substances dangereuses. Les pesticides utilisés dans les plantations sont aussi pointés du doigt. Depuis très longtemps, la majeure partie des produits qui ont été utilisés en agriculture étaient des produits très toxiques. Mais de plus en plus, la Côte d'Ivoire fait la promotion de nouveaux produits qui sont moins toxiques, qu'on appelle couramment des produits bio, qui doivent être utilisés pour pouvoir réduire l'impact des produits polluants sur notre santé. Pour préserver la santé des populations et réduire, voire éliminer ces polluants organiques, un atelier s'est tenu en vue de valider les rapports des inventaires. Les dioxines et furanes sont des polluants organiques persistants. En fait, ce sont des substances chimiques qui sont produites de façon non intentionnelle, contrairement aux pesticides qui ont été créés pour lutter contre les vecteurs. Avant 2005, la Côte d'Ivoire, ou bien généralement les pays utilisaient de l'essence avec du plomb. Avec cette essence-là, les facteurs d'émission de dioxine de furane étaient élevés. Mais depuis 2005, avec l'essence sans plomb, l'émission de dioxine de furane est vraiment réduite. La Côte d'Ivoire ne dispose pas de ressources techniques et financières susceptibles d'éliminer de façon rationnelle et écologique ces substances dangereuses, d'où la nécessité de la validation des résultats des inventaires qui vont faciliter la rédaction du plan national de mise en œuvre révisé. On s'intéresse à présent aux eaux d'Abidjan qui essaient d'émerger. Vous le savez, le site avait perdu ce qui faisait son attrait, c'est-à-dire ses pensionnaires. Les autorités essaient de lui redonner vie. Après sa réhabilitation, le zoo a accueilli récemment des lions. Il s'agit de félins qui viennent d'Afrique du Sud. Depuis une semaine, le zoo d'Abidjan a de nouveaux pensionnaires. Ces 3 félins, 2 lionnes et un lion, âgés de 2 à 3 ans, viennent tout droit d'Afrique du Sud. Leur arrivée vient combler une partie du vide laissé par 6 de leurs congénères qui n'avaient pas survécu aux combats violents de 2010 et 2011. Les lions sont morts sous nos yeux parce que on n'avait pas de quoi à leur donner. Parce qu'ils mangent uniquement que de la viande et on n'avait pas de quoi pour leur donner. Nous-mêmes, on ne savait pas comment se nourrir d'abord. Plus de 3000 personnes ont été tuées dans les mois qui suivirent la présidentielle de novembre 2010. L'actuel président Alassane Ouattara avait été élu, mais son prédécesseur Laurent Gbagbo refusait de reconnaître sa défaite. Au zoo, beaucoup d'animaux sont morts, même si 2 hyènes, l'hippopotame ou l'éléphant ont survécu. Le zoo d'Abidjan est le seul du pays et l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest. Il date des années 30. Aujourd'hui, il fait face à de nombreuses difficultés, la vétusté des installations et le manque d'infrastructures. Ça va devenir un zoo lorsque nous allons le porter donc aux normes internationales. C'est-à-dire, les animaux qui sont en cage doivent quitter les cages pour aller dans des espaces semi-naturels, clôturés, mais ne donnera pas l'impression qu'un chimpanzé il est en prison. Des conditions qui ne sont pas idéales, mais l'arrivée des 3 félins reste un symbole fort du repeuplement du zoo. D'autres animaux devraient suivre. 3 zèbres sont annoncés en avril, puis des girafes et d'autres félins. L'objectif est de créer un mini-safari au cœur de la capitale économique ivoirienne. En attendant, les premiers spectateurs sont ravis. Les lions, je les vois tout le temps à la télé, mais j'en avais jamais vu en vrai. Je suis bénie, je suis heureuse. La guerre civile n'a pas été la seule calamité à frapper le zoo. Une dizaine d'animaux avaient été tués avant le conflit par des déchets toxiques. Puis il a dû faire face à une menace Ebola et accueillir des singes abandonnés par leurs propriétaires dans la rue et suspectés d'avoir attrapé le virus. Hors de chez nous, Goodluck Jonathan n'est plus le président du Nigeria. Il perd son fauteuil au profit de Muhammadu Buhari. Le candidat de la coalition de l'opposition l'emporte avec 53,95% des voix contre 44,96% pour le président sortant. Sylvie Touré.
Ils sont à pied, à moto ou en voiture. Tous se sont retrouvés dans les rues de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, pour crier leur joie, célébrer la victoire de leur candidat Muhammadu Buhari à l'élection présidentielle. L'Alliance populaire a aussi gagné les rues de Kaduna, une autre ville du nord. Le siège de l'APC, le Congrès progressiste parti victorieux, a été envahi par des militants. Tous chantent et dansent à l'occasion de ce jour historique. Vous pouvez voir que partout, les gens font la fête. Les gens sont fantastiques. Ils font des sacrifices d'animaux, tout ce qu'ils ont. Des vaches, des poulets, des chèvres. Nous allons tuer des animaux pour célébrer cela. Nous sommes très, très heureux. Je suis heureuse car tout le monde est heureux aujourd'hui. Nous avons eu une élection pacifique samedi et dimanche. Je suis heureuse que nous changions et Buhari est le changement. Emploi, infrastructures socio-économiques, lutte contre la corruption, la fête n'a pas fait oublier les problèmes du pays. Les attentes des populations sont nombreuses. Ces gens ont dirigé le pays pendant 20 ans et nous n'avons vu aucun développement, rien. C'est pour cela que nous pensons que Buhari va apporter du changement dans notre grand pays. Et le premier changement que les populations attendent est d'ordre sécuritaire. Muhammadu Buhari devra débarrasser le pays des islamistes de Boko Haram qui sévissent dans le nord du pays et tiennent en échec depuis plusieurs années la première puissance militaire du continent. Le Nigeria s'inscrit donc dans l'alternance avec un musulman du Nord comme président. Il s'agit de la première alternance démocratique depuis la fin du régime militaire il y a 16 ans. Le portrait du nouveau président nigérien avec Léon Brou. Muhammadu Buhari, enfin président de la République fédérale du Nigeria. Cet ancien général de 72 ans est vainqueur de l'élection présidentielle des 28 et 29 mars 2015. Une victoire fruit de la persévérance de cet ancien putschiste qui a dirigé le Nigeria de 1983 à 1985. Musulman du Nord, Buhari a été 3 fois de suite candidat malheureux au scrutin présidentiel 2003, 2007 et 2011. Aujourd'hui président de la République, il devra en 4 ans relever des défis majeurs pour redorer l'image du Nigeria. La lutte contre Boko Haram, l'insécurité, la corruption. La lutte contre la corruption qui a d'ailleurs été le principal argument de campagne de Muhammadu Buhari. Et pour clore ce chapitre concernant le Nigeria, en bref, hier mardi, Malam Fatori a été reprise par les soldats du Tchad et du Niger à Boko Haram. Une victoire importante selon N'Djamena. En effet, Malam Fatori est une ville stratégique, le principal lieu de repli des islamistes de Boko Haram. Et on vient tout juste de l'apprendre après la reprise de cette localité. Un violent accrochage s'est produit ce matin entre Boko Haram et la coalition régionale. Le bilan n'est pas encore disponible. Les États-Unis, à l'heure du papy-boom, les personnes âgées y sont de plus en plus nombreuses. Le problème, c'est que de nombreux endroits ne sont pas reliés par les transports publics. Ces personnes ont du mal à se déplacer car n'étant plus capables de conduire leur propre véhicule. Ce n'est pas une journée idéale pour prendre la route. Mais à 66 ans, rien de quoi décourager Don Robertson. Il fait partie d'une équipe d'environ 600 retraités du New Jersey qui se portent volontaires pour conduire d'autres gens âgés, incapables de prendre le volant. Pour Don, c'est une façon d'aider les autres et de rester en forme. Conduire est une façon de rester motivé. On ne reste pas immobile, on ne devient pas trop raide. Parce que tant que l'on peut encore bouger et conduire, c'est bon. Aujourd'hui, il accompagne Mary Roberts, 88 ans, qui ne peut plus conduire depuis un accident de la route. Un coup dur pour cette femme qui vit toute seule. Être incapable de conduire a changé ma vie tout entière, chaque aspect de ma vie. Cela m'embête de devoir demander à d'autres de m'accompagner. Quand je vais chez le médecin ou chez le dentiste ou chez qui que ce soit, je dois prévenir 2 semaines à l'avance car nous manquons de chauffeurs. L'étendue des banlieues pavillonnaires, ici comme dans tant d'autres parties du pays, rend quasi impossible l'accès par les transports publics. Et avec une espérance de vie qui s'allonge,
le problème de la mobilité des seniors ne fait que s'aggraver. Quand j'ai commencé ici, la plupart des gens qui nous appelaient avaient 75, 80 ans peut-être. Aujourd'hui, les gens qui nous appellent ont entre 85 et 90 ans. Aujourd'hui, nous aidons 12 personnes qui ont plus de 100 ans et leurs besoins sont beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient auparavant. Ils sont plus fragiles, ils ont plus de problèmes de mobilité. Selon l'association automobile américaine, les seniors sont pourtant parmi les conducteurs les plus prudents. Ils portent plus souvent leur ceinture de sécurité et sont moins susceptibles de prendre le volant après avoir bu. Mais inexorablement, le moment arrive où la conduite devient impossible. Je l'ai vécu avec mon père qui n'aurait pas dû conduire. Il ne voulait pas s'arrêter jusqu'à ce que nous lui prenions les clés. Pardon, mais c'était vraiment difficile. C'est très difficile et je reçois des appels tous les jours de familles qui vivent la même chose. Le problème n'est pas prêt à s'en aller. Chaque jour, 20 000 Américains de la génération Baby Boom franchissent la barre des 65 ans. Et on termine en bref, ce n'est pas un poisson d'avril, la Palestine fait son entrée à la CPI, elle est devenue officiellement membre de cette instance de justice le 1er avril 2015. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.